On va reprendre avec donc l'avant-dernière intervention de ce colloque. Michel Riodel, qui est professeur d'études de lusophone à Sorbonne Université, qui est un grand spécialiste de l'étude des circulations littéraires entre Brésil et France, le Brésil et la France, mais aussi sur la dictature brésilienne et sur une littérature dont j'avais entendu parler quand j'étais étudiant d'ethnologie il y a 25 ans, la littérature de Cordel. Donc je trouve c'est amusant de retomber là-dessus. Et aussi donc sur les rapports entre littérature et sciences sociales et par glissement sur les régimes de connaissances. Il a évidemment énormément publié, c'est difficile de pointer quelque chose du doigt. Je vais juste mentionner son ouvrage sur Diogo Alvarez Correia, mais aussi ses travaux sur les amérindianités et le savoir, et encore ceux sur la littérature de Cordel. Voilà. Je crois qu'il va réussir à mettre ensemble tout ce dont il est question ces 2 derniers jours en nous parlant d'un voyageur, écrivain et administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, Ferdinand Denis. Vous avez 20 minutes. Bon, merci. Alors, il est de tradition de remercier, et je remercie très sincèrement, mais je voudrais aussi surtout m'excuser de mon absence d'hier, qui me frustre d'une part et m'empêche d'articuler mon propos à ce qui a pu se dire. Donc, pardon si je viens contredire ou répéter des choses qui sont venues sur la table, mais de toute façon, ce que je vous propose, c'est plus un modeste pas de côté sur le thème qui nous réunit, dans la mesure où Ferdinand Denis n'est pas un voyageur savant ni un savant voyageur, à vrai dire. Il a voyagé sans être savant, et il a acquis le statut, si l'on veut, de savant par la suite. Mais je pense qu'il y a une articulation, et c'est un peu mon propos, entre le relativement court voyage qu'il a effectué au Brésil de 1816 à 1819, avec un séjour de quelques mois à Rio, qu'il a détesté, un séjour de 2 années à Salvador, et quelques semaines dans une expédition dans la vallée du Jequitinhonha, avant de rentrer en France. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans le cas de Ferdinand Denis, c'est que c'est un échec. C'est un voyage qui est un échec, dans la mesure où il part jeune. Quand il part, il a 18 ans, et il part donc assez peu formé, au contraire de gens illustres et qui vont au Brésil ou ailleurs. Il n'est pas naturaliste, il n'est pas diplomate. Il part en fait parce que la situation familiale est devenue très compliquée avec la chute du Premier Empire et la Restauration. Sa famille avait une situation, grâce aux positions de sa mère et à la fortune du côté maternel, qui s'est un peu envolée avec la Révolution. Et son père avait était devenu interprète, traducteur pour les affaires étrangères. Il avait des contacts avec Talleyrand. Le frère de Ferdinand Denis était officier dans l'armée napoléonienne. Et tout ça s'effondre. Le début d'une situation paternelle, donc, et familiale, du coup, s'effondre avec la Restauration. Et donc, le projet
en tout cas affiché dans la correspondance avec sa famille, c'est sinon de faire fortune, en tout cas de consolider la situation familiale et il le dit même précisément, permettre de donner une dot à sa sœur pour qu'elle puisse se marier. Voilà. Donc, tout ça ne se passe pas du tout comme il l'envisageait. Petit point de détail aussi, en fait, il arrive au Brésil un peu par accident, dans la mesure où il y a d'abord un projet de ce qu'on peut réunir dans la correspondance, d'aller au Bengale, où là, il y a une relation de ses parents qui lui permettrait d'avoir une situation sur place. Bon, finalement, il va rester au Brésil et attendre, à Salvador en particulier, une situation qui ne vient pas. Et finalement, il va rentrer en France. Donc, quand il arrive à Paris, en 1819-1820, il n'a rien. Il faut qu'il recommence tout. Et recommencer, ça veut dire à la fois mettre au service de qui le veut bien ces quelques compétences acquises et connaissances acquises au Brésil, à savoir parler, lire, écrire même le portugais couramment. Et donc il va se mettre à faire des notices à partir de lectures de journaux, d'espèces de revues de presse pour certains organismes. Et il va aussi fournir des éléments à la géographie universelle de Malte Brun et Ries, éléments dont on n'a pas de traces précises, mais on sait qu'il transmet des informations pour ces ouvrages. Et puis surtout, il va, dès son retour en France, en 1821-22, publier avec Hippolyte Taunay, Hippolyte Taunay étant le fils d'un peintre français parti au Brésil, lui aussi, en 1816, notre moment 1816, Antonella, avec une série d'artistes et d'artisans français, dans le cadre d'une dite mission artistique, qui est un titre un peu contesté, en particulier par certains Brésiliens, mais peu importe, en tout cas, ce peintre a une famille assez grande, plusieurs fils, dont ce Hippolyte Taunay, qui va donc assurer une partie de ces 6 volumes sur le Brésil. Et par la suite, en fait, ce volume ouvre les portes de projets éditoriaux à Denis pour écrire sur la Guyane, sur le bassin de la Plata, tout un tas d'autres régions. Et donc on voit là, dans ce premier moment, disons dans les années 20, un jeune de retour de voyage qui met à profit ses connaissances, qui va aussi écrire une histoire du Brésil, qui va aussi écrire un condensé de l'histoire littéraire du Portugal et du Brésil, ce qui est quand même assez fascinant quand on sait que l'ouvrage paraît en 1826 et que le Brésil est indépendant en 1822 précisément. 4 ans après la naissance du pays, on a une première ébauche, disons, d'histoire du Brésil.
Et puis, en fait, il publie aussi en 1824 un livre qui, du point de vue de cette rencontre, me semble intéressant, qui s'appelle Scènes de la nature sous les tropiques, où en fait le propos consiste à dire il faut que la poésie donc française, occidentale, apprenne à se nourrir de l'expérience de cette nature sous les tropiques. Donc c'est pas un projet exotique, mais c'est un projet en fait qui est complètement nourri, on le comprend, de sa propre expérience qui n'a pas résulté en livre savant, mais d'une espèce d'excitation qui l'anime et qui va l'animer en fait toute sa vie. Longue, puisque il meurt en 90. Et toute sa vie, il va écrire sur le Brésil, publier et republier de nouvelles versions de ce livre sur le Brésil. Il va en 1825 aussi publier, encore avec Hippolyte Taunay, un petit livre accompagnant une exposition, un panorama sur Rio. Et là aussi, c'est très intéressant parce que, en fait, dans ce petit ouvrage, en fait, on a tout ce qu'on n'a pas dans le panorama. On a les odeurs, on a les bruits de Rio, c'est-à-dire qu'on a la transmission d'une expérience locale avec Hippolyte Taunay qui, lui, a, pour le coup, avec son père et sa famille, résidé assez longtemps à Rio. Mais en fait, le voyage chez Ferdinand Denis, c'est un peu le sens du titre que j'ai proposé. Le voyage, il s'accomplit après son séjour au Brésil. Il s'accomplit bien sûr dans ses livres, mais dans une géographie beaucoup plus large que le Brésil. Par exemple, dans Scènes de la nature sous les tropiques, il y a un chapitre aussi sur l'Afrique. C'est-à-dire il invite les poètes, les écrivains à s'inspirer pas seulement d'un espace et d'un territoire dont il a eu l'expérience, mais d'une vision très large du globe. Et en ça, Pierre Moreau, qui a édité son journal de la période dite romantique de Ferdinand Denis, disons de 29 aux années 40, parle d'un représentant de la géographie romantique. Et je pense que c'est à la fois juste et insuffisant dans la mesure où constamment Ferdinand Denis a eu le souci d'une vision planétaire. Et en particulier dans le dernier, le dernier ouvrage vraiment qu'il publie, qui est un petit ouvrage, je trouve extraordinaire, on dirait un mot tout à l'heure, mais sur l'art plumaire, il va aller du Mexique à l'Océanie, en passant par l'Indonésie. Donc, bien sûr, le Brésil occupe une place centrale physiquement dans ce cheminement, dans ce voyage, mais aussi l'ensemble de la planète. Donc je pense que c'est pas simplement ce que je dis dans un article sur Denis, c'est pas simplement un représentant de la littérature du Midi, parce que cette littérature du Midi, en fait, elle est beaucoup plus large
chez Ferdinand Denis que chez bien d'autres. Alors, par ailleurs, à partir de la fin des années 20, il se met à écrire des romans. Et si on fait juste, je vous donne les titres des romans, on voit combien la question du voyage est tout à fait centrale. On a un premier roman en 27, André le voyageur, histoire d'un marin. On a en 29 Ismaël Ben Kaïsa ou la découverte du Nouveau Monde. Et puis en 32, on va retrouver un brahman, le Brahme voyageur ou la sagesse populaire de toutes les nations. Et ce Brahme voyageur, il va passer par l'Égypte, donc il quitte jeune l'Inde pour découvrir le monde et voir les sagesses des différentes nations. Donc il passe par l'Égypte, Constantinople, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, le Pays Basque, l'Italie, la France, Londres. Il y a un chapitre sur la traite des nègres et le colon brésilien et retour en Inde. Et tout ça pour conclure que finalement chaque contrée a sa forme de sagesse, qui a une espèce de sagesse, sinon universelle, en tout cas partagée à travers le monde. Donc on voit bien aussi comment Ferdinand Denis continue à voyager à travers ses livres. Et il va aussi, par la suite, cesser d'écrire des fictions, mais produire une note assez importante qui accompagne une nouvelle traduction de Robinson Crusoe sur l'histoire de Robinson Crusoe, l'histoire authentique, historique. Et il va aussi... alors, vous avez dit qu'il a été de 65 à 85 administrateur de la Sainte-Geneviève. Il y entre en 38. En fait, la situation familiale change un peu avec avec Louis-Philippe, disons. Le péché original de la coopération avec le Premier Empire s'estompe un peu. Son frère aîné acquiert une situation, il est élu député, et lui-même donc va rentrer en 38 à la Sainte-Geneviève, d'abord comme obscur employé, et puis assez rapidement il va devenir conservateur en 41 et donc administrateur en 65. Et en fait, en 35 et en 1850, il va éditer aussi deux ouvrages. Alors un qui avait été imprimé, mais avait été complètement, avait été détruit, une relation d'Yves d'Evreux sur la France équinoxiale, et puis le fameux texte sur la fête de Rouen de 1550, où on a une espèce de grande fête brésilienne avec des Indiens et des marins qui jouent le rôle des Indiens, etc. Mais en tout cas, on voit aussi que même dans son travail de philologue, il y a un rapport au voyage. Alors, je crois que, avant que le papier ne m'arrive, je voudrais juste ramasser un petit peu mon propos, qui me semble illustrer combien on voyage aussi avec les livres. On voyage par les livres. Je n'ai pas eu le temps là de vous montrer, par exemple, cette projection de Ferdinand Denis sur la figure de Caramolo, qui va revenir constamment. Et dans cette édition de 1822 du Brésil, quand il parle de ce personnage, il dit qu'il est arrivé en 1516
à Bahia. Il n'y a aucun texte qui dit 1516. Mais on pourrait parler du moment 1516, voilà, pour Ferdinand Denis. Et il précise aussi qu'il avait d'abord pensé aller vers les Indes orientales. Donc on retrouve là le Bengale, la déviation, disons. Bon. Donc on voit qu'il y a des projections, disons, de son histoire, de son expérience, dans ses écrits. Voyage par les livres, voyage dans les livres, puisque il y a une thématisation du voyage constante chez Denis, et pas seulement, encore une fois, en rapport avec le Brésil. Et puis, il y a le voyage des livres. Je voudrais, dire en fait, ce qui était fascinant ce matin là, dans la visite des vitrines, c'est que on avait les livres qui, en fait, où les voyages étaient pliés dans les pages. Et d'une certaine façon, le livre sert aussi à déplier des voyages, et fonctionne comme un lieu de transfert avec une double dimension dans le transfert et pas les transferts. Une double dimension qui est à la fois une dimension de résistance, enfin, on l'a vu avec l'intervention sur Apollonius et le modèle, de résistance à des modèles et à des connaissances, résistance qu'on pourrait aussi formuler sous l'angle d'angle mort, hein, d'un insu dans la transmission du savoir qui va opérer comme distorsion, mais aussi de création. Et ça me semble absolument fondamental que dans cette opération de transfert, précisément aussi par le travail de résistance, il y a un travail de distorsion. Et je voudrais juste finir avec une citation assez incroyable, une que je ne vais pas lire, mais que j'évoque. Il y a des petites notes, donc encore inédites, manuscrites inédites à la Sainte-Geneviève de Denis, et il y en a une qui s'intitule « Ma profession de foi comme bibliophile ». Et là, il va parler de son amour pour les belles reliures, mais il enchaîne tout de suite sur les livres qu'on aime, et puis on les aime tellement qu'on les offre. Et puis ces livres se perdent, et donc c'est d'une certaine façon aussi une illustration de cette circulation physique, mais accompagnée d'affect des livres. Et puis il y a ce texte tout à fait extraordinaire. Je lis juste le premier paragraphe. Voilà, on n'a pas l'objet, mais on a ce texte. Ce vers, V-E-R, a été trouvé dans un trou fait dans le papier pour arriver là. Il a rongé la peau du livre en zigzag et a laissé les débris sur place. Une fois arrivé dans les feuilles, les premières attaquées sont trouées en zigzag et le trou devient rond, mais il ne restait aucun débris ou poussière de papier autour du trou. Il existe une petite teinte jaunâtre et transparente. À propos de trous de verre, il m'est arrivé quelquefois de boucher des trous dans le milieu d'un volume et de ne trouver aucune trace du chemin qu'avait fait le verre pour arriver là. Et puis ensuite, il continue sur la même observation sur le bois, sur la métamorphose. Il conclut en pensant que ce verre se métamorphose dans le livre en hanneton, en insecte. Bref. Et je trouve que d'abord, c'est une illustration d'un esprit extrêmement curieux, très décalé quand même, et d'une attention extrêmement minutieuse. Et peut-être que finalement, cette histoire du voyage du verre dans le livre pourrait aussi nous servir de métaphore pour notre réflexion. Voilà, merci.
Merci beaucoup pour ce joli voyage dans les voyages ratés peut-être, qui force à les refaire jusqu'à ce qu'ils fonctionnent. On a quelques minutes donc pour les questions. Je pense, juste à l'Estringant qui disait que finalement la chance de la France, c'est que la tentative de colonisation de Rio, enfin de la France antarctique, avait échoué. Parce que ça nous avait donné Léry, Thévet et Montaigne et ainsi de suite. Voilà, je pense que dans l'échec, il peut y avoir des réussites bien plus intéressantes. Tout en haut, Neil. Le micro arrive. Michel, juste une petite question autour des lectures. Est-ce qu'on sait ce que Ferdinand Denis a lu ou a apporté avec lui quand il est allé au Brésil? Est-ce qu'on a un registre des livres qu'il portait avec lui? Alors, pas à ma connaissance. On sait que quand il est à Salvador, il fréquente la bibliothèque municipale, en tout cas de la ville. Mais il a surtout, je pense, et ça c'est très net dans les livres, j'ai pas eu l'occasion de montrer, mais à la fois comment lui assimile à sa façon Bernardin de Saint-Pierre, Humboldt et bien d'autres, mais ces deux-là sont très importants. Humboldt, vraiment très important. Et comment lui aussi, et c'est une autre forme de circulation, une autre forme de voyage, les livres qui voyagent entre eux, va nourrir. Alors, Karamoulou, il y a 3 exemples. Il y a cette histoire histoire de la littérature brésilienne, et où il va mettre en avant l'épopée intitulée Karamoulou, et qui va être traduite par Monglave, qui va inspirer un roman à des jeunes, dont un a résidé au Brésil, qui s'appelle Jacareguaçu, qui est un roman très intéressant parce que c'est un roman révolutionnaire qui transpose complètement l'histoire de ce Portugais probablement arrivé à Bahia au début du XVIe. Et on retrouve aussi l'histoire dans un livre pour la jeunesse d'une écrivaine catholique de la région de Nantes, Julie de la Fey-Breillet. Elle s'appelle Les Portugais au Brésil. Donc lui-même va alimenter, susciter, parce qu'il est cité par Monglave, il est cité par Gavet et Boucher, ce Jacareguaçu, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire et de le montrer, et il nourrit de façon importante, en fait, la jangada de Verne, sans jamais être cité. Verne cite Saint-Hilaire, mais voilà, il cite pas quelqu'un qui lui a donné des personnages du roman, qui lui a donné des situations, enfin, qui avait... Donc, voilà, je n'ai pas de réponse précise à ta question sur l'avant. On sait qu'il étudie l'anglais au Havre en attendant le bateau. Bon. Mais oui, et c'est ça que je voulais dire aussi par rapport à la première intervention à laquelle j'ai pu assister, passionnante là sur les collections ici. Enfin, moi, j'inviterais à penser que savoir une langue, c'est aussi un voyage.
Enfin, c'est un savoir lointain, étranger. Voilà, même s'il n'y a pas l'expérience du voyage physique, du déplacement, c'est une expérience de voyage, à la fois dans l'acquisition, dans l'apprentissage et dans la transmission. Donc ces gens qui n'ont pas bougé de France, mais qui enseignent des langues orientales, je pense qu'ils ont beaucoup voyagé en fait.